Allez, on est en direct ce soir avec Claude Janvier dans ce 100% janvier numéro 2, deuxième épisode de cette émission désormais hebdomadaire. Pardon, Claude, je m'étouffe avec mon café. Claude, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va, ça peut encore aller, ça va. Bon. En tout cas, merci pour l'invitation, Alexis. Et puis, écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver, en tout cas. Ah bah écoute, Et avec grand bonjour, plaisir. et C'est chez toi bonjour, ici, hein, c'est ta maison. voilà. Et bonjour à nos amis internautes Voilà. aussi, bien évidemment. Nos amis internautes qui sont ravis de te retrouver désormais sur Divergence Politique. Alors aujourd'hui, Claude, on a discuté d'un petit livre extrêmement passionnant. Je vais même le mettre, voilà, à l'écran, sa couverture, L'État profond français, qui est écrit par un petit auteur qu'on aime bien, Claude Janvier justement. Alors, je l'ai coécrit, hein. On a été deux quand même pour le faire, avec mon ami François Lagarde, qui lui reste, c'est pas un homme public, donc c'est un monsieur qui est très très lettré, c'est un monsieur qui connaît plein de choses, mais qui reste, n'apparaît pas. Mais en revanche, lui et moi, on travaille effectivement, c'est notre deuxième livre, on a coécrit cela avec une introduction de notre ami Thierry Messant et à une postface de mon ami Philippe Brocker, aussi écrivain, essayiste. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai eu le plaisir, tu m'as fait lire ton livre, j'ai eu le plaisir de le découvrir. Je peux te dire que c'est absolument passionnant. Donc, je vous le dis à toutes et à tous, foncez pour trouver ce livre. Il est facile à trouver. Alors, sur tous les supports Oui, traditionnels, j'imagine Amazon, etc. Mais il est également sur la plateforme sur laquelle écrit d'ailleurs Xavier Moreau. Donc, vous êtes sur la même plateforme, The Book Edition. oui, le Book Edition, absolument. Voilà. Donc, Absolument, absolument. Voilà. Et puis, si vous êtes ami avec un libraire, ben, ma foi, et si le libraire joue le jeu, vous pouvez toujours le commander chez votre libraire, c'est bien, mais bon, c'est plus long, hein. Savoir que la voilà. livraison et tout ça, la commande, c'est plus long. Mais si vous avez un libraire sympa, n'hésitez pas. Si vous avez un libraire pas sympa, eh ben, n'hésitez pas aussi. Voilà. Allez directement chez Book Edition ou sur Amazon. Voilà. Chez les libraires, ça Absolument. dépend. Absolument. Alors, l'État profond français, c'est un sujet qui nous interpelle toujours sur Divergence Politique. On en a parlé quand même à de multiples reprises. On s'était posé d'ailleurs dans une émission précédente de la question de savoir, c'était avec Xavier, c'était avec Fabrice Sorlin, de savoir s'il existait un État profond français, comme il existe un État profond aux États-Unis. Justement, là, avec ce livre, tu vas un peu tout nous révéler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà de cet État profond français? Est-ce qu'il est cocorico ou est-ce qu'il est déjà soumis ou asservi, je dirais, à ce fameux État profond américain que nous Alors, fantasmons tant? Alors déjà, on va peut-être poser les paramètres de qu'est-ce que c'est qu'un État profond. Parce qu'en réalité, ça fait quand même depuis quelques années qu'on entend parler de l'État profond, du deep state, hein, au niveau anglophone, au terme anglophone. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pays du monde a un État profond. Pourquoi? Parce qu'un État profond, qu'est-ce que c'est en réalité? Un État profond, c'est la haute sphère de l'administration publique et la haute sphère du privé, des grands patrons, des grandes entreprises ou des patrons de presse, etc., etc. Voilà, ça, c'est un État profond. Pourquoi on l'appelle un État profond? Parce que peu importe le président qui est élu, peu importe les ministres qui sont en poste, un État profond continue, c'est lui qui continue à faire marcher, donc l'État, c'est lui qui continue à faire marcher un pays. D'ailleurs, c'est si vrai que quand en Belgique, à un moment donné, ils n'avaient plus du tout de gouvernement et ça a duré plus d'un an, c'était il y a, je crois, 2, 3 ans en arrière, Mm. Ah oui, ça le durait même, pays, je crois, 2 ans ou plus même. voilà, donc le pays a continué à tourner. Et il a tourné pourquoi? Parce qu'il y a un État profond derrière qui fait le travail, quoi. C'est-à-dire Mm. que, donc voilà. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Mm. Après, le problème d'un État profond ou pas, c'est est-ce que l'État profond va dans le sens du bien commun, donc du bien-être des peuples, ou est-ce qu'il va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va juste dans le bien-être pour eux-mêmes, Mm. c'est-à-dire
pour la haute fonction publique ou la haute sphère du privé, et que la majorité du peuple, ils en ont rien à faire, et qui vont dans le sens, donc, tout pour moi et rien pour le peuple. Voilà. Et Donc, c'est alors ce qu'on pourrait après, appeler, c'est ce qu'on pourrait appeler par eux-mêmes et pour eux-mêmes. voilà. Donc après, donc une fois qu'on a pu répondre à cette question, on s'interroge de suite sur est-ce que l'état profond de mon propre pays va dans le bon sens ou pas. Et force est de constater que l'état profond français ne va pas du tout dans le sens du bien-être des peuples, du peuple français ou dans le sens du bien commun, mais va à contresens. Alors après, pour répondre à ta question, est-ce que l'État français est purement cocorico ou est-ce qu'il obéit à l'État profond américain? Eh bien, et oui, il obéit à la haute finance internationale. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà de ces deep states et de ces États profonds, il y a quand même quelque chose qui domine la planète, hein, c'est la haute finance internationale. Et quand je parle de la haute finance internationale, je parle des géants financiers qui ont émergé depuis les années 70 et qui se Mhm. sont faits, qui ont émergé pardon, de façon progressive, hein. C'est le numéro un BlackRock, vous le connaissez tous, c'est le numéro 2 Vanguard, bah, vous en avez tous entendu parler. Alors, là où ça devient très intéressant, c'est que Vanguard est encore plus intéressant que BlackRock. BlackRock étant le numéro un, mais avec ses 10 000 milliards d'actifs quand même, hein, c'est-à-dire c'est pas rien. Une C'est le paille. numéro un, ça, il gère quand même 10 000 milliards d'actifs. BlackRock est aujourd'hui actionnaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je fais un peu une aparté pour que nos amis internautes comprennent bien. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock aujourd'hui gère pratiquement toutes, quand je dis gère, a une participation active dans pratiquement toutes les sociétés, les grandes sociétés, hein, j'entends, du monde entier. Il n'y a guère que la Fédération de Russie dans laquelle BlackRock n'est quasiment pas rentré. Et la En Chine. Chine, ils sont même présents, pas Ah oui? partout, pas dans toutes les provinces, mais ils sont aussi présents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock est actionnaire donc de toutes les grandes entreprises, est actionnaire donc de facto de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, par exemple, et de toutes les usines d'armement, tous les complexes militaires ou industriels, qu'ils soient européens ou américains ou autres, et BlackRock est actionnaire. Donc déjà, ça fait réfléchir. Après, il y a donc ces fameux 5000 ordinateurs branchés en réseau au sein de BlackRock, gérés par 2500 employés de BlackRock d'ailleurs, et ces 5000 ordinateurs branchés en réseau ont pour nom de code. C'est pas un nom de code d'ailleurs, mais ils ont donné un nom à ce super logiciel et ça s'appelle Aladdin. Alors, ce qui est intéressant avec Aladdin, c'est que c'est un acronyme, hein, Asset, Liability, etc., etc. Sauf qu'ils ont réussi à faire coller cet acronyme avec la légende merveilleuse d'Aladin, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un super génie qui va exaucer tous ses désirs. C'est malin au niveau marketing parce que dans le subconscient collectif donc de tout le monde, Aladin, ah oui, c'est sympa. Donc, mais malheureusement, excusez-moi, mais malheureusement, Aladin, au sein de BlackRock, c'est pas sympa du tout parce que c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau et crèment les bourses internationales du monde entier. Donc, à la moindre hausse, ils engrangent des millions, hein. Et la moindre baisse, les ordinateurs se retirent et ils ne perdent pratiquement rien. Donc, ça fausse toutes les bourses internationales. Voilà, j'en ai terminé avec BlackRock. Et là où ça devient plus intéressant pour l'État profond, encore plus intéressant, c'est Vanguard. Alors, pourquoi Vanguard? C'est ce qui m'a alerté un peu en 2023, et c'est là où j'avais sorti mon livre Les Démasqués à ce sujet d'ailleurs, c'est que Vanguard gère quand même 9000 milliards d'actifs, donc il est juste derrière BlackRock, mais Vanguard n'est pas coté en bourse. Et ça m'a alerté. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'une société aussi monstrueuse ne soit pas cotée en bourse? Et en réalité, quand on enquête un peu, parce qu'il faut enquêter quand même un petit peu, là, il faut aller fouiller, je me suis aperçu, et c'est documenté sur ce que je vais dire là, c'est que qui a fondé Vanguard? Ce sont les 13 grandes familles les plus fortunées du monde. Ils n'apparaissent jamais dans le magazine Forbes, ils sont hors classement, c'est les Rothschild, c'est les Rockefeller, c'est la famille Orsini, Vanderbilt, Dupont de Nemours, c'est Morgan Sachs, c'est la famille royale d'Angleterre, non pas pour son immense richesse, mais c'est surtout pour le carnet d'adresse, parce qu'il y a la City, évidemment de Londres, et il y a Wall Street de l'autre côté. Donc ça, c'est Vanguard. Alors Vanguard n'est donc pas coté en bourse, donc pas moyen d'acheter une action de Vanguard, mais en revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Vanguard contrôle BlackRock. Vanguard même, elle aussi, en tant que société,
est actionnaire donc de toutes les grandes sociétés du monde entier, est actionnaire aussi des labos pharmaceutiques, est actionnaire aussi des marchands d'armes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vanguard, ces 13 grandes familles dictent leurs lois au monde entier. C'est pour ça qu'ils veulent d'ailleurs envahir et annexer la Russie. Parce que pour l'instant, Rothschild n'est jamais rentré en Russie. Personne n'est rentré en Russie. Et ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien parce que la Russie, je fais une petite aparté aussi, ça permet à nos amis internautes de bien comprendre cet acharnement envers aussi la Fédération de Russie. La Fédération de Russie pèse au niveau de ses richesses minières, pétrole, gaz, ça pèse quand même aujourd'hui 57 000 milliards de dollars. Ça, c'est le montant estimé donc des richesses naturelles qu'à la Russie. Donc, évidemment, ils aimeraient bien rentrer, là je parle de Rothschild, etc., et de Rockefeller, etc., ils aimeraient bien rentrer en Fédération de Russie. C'est pour ça qu'ils font la guerre à la Fédération de Russie. Parce que le grand rêve anglo-saxon, ça a toujours été, et c'est vieux d'ailleurs, mais c'est toujours d'actualité, c'est d'envahir la Russie, de la morceler pour mieux pouvoir la dépecer et pour mieux pouvoir la piller. Donc pour l'instant, la Russie, et c'est un bien, résiste encore et toujours à l'envahisseur anglo-saxon. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, on en revient à la France. Je suis désolé de cette digression, mais c'est bien d'essayer de comprendre Non, un c'est peu le très rouage. important de comprendre effectivement Voilà. les steps, pour faire un anglicisme, mondiaux entre justement ces organisations mondiales et l'impact que ça a pour nous justement sur la France. Et Voilà. d'ailleurs, pour y arriver tout de suite, dans l'un de tes chapitres, l'un des tout premiers chapitres de ton livre d'ailleurs, parle justement de cette montée en puissance en France de ces organisations et notamment de la crise Rothschild-Mitterrand. Oui, c'est ça. Alors justement, alors après, la question, c'est comment cette oligarchie financière mondiale apatride, donc Vanguard, et ses 13 grandes familles, pèsent sur tous les pays. Eh bien, ils pèsent sur tous les pays parce que ils veulent exercer leur contrôle total. Il fallait aussi annexer, détruire la France et la francophonie. À un moment donné, la France était la rivale de l'Angleterre au niveau rayonnement mondial. Et il fallait absolument dépecer, détruire la France et la francophonie. Et malheureusement, c'est fait. C'est malheureusement fait. Alors après, effectivement, qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron, et ça c'est révélé donc dans notre livre L'État profond numéro 2, eh ben, c'est Rothschild, c'est la branche Rothschild et compagnie, parce qu'il y a plusieurs branches chez les Rothschild, et c'est quand même des très grandes familles, c'est une dynastie, c'est les Rothschild et compagnie. Et les Rothschild et compagnie ont eu un coup de bambou, je dirais, en 1981 à l'élection de François Mitterrand en France, parce que François Mitterrand a nationalisé les banques, y compris la Rothschild. Et là, Guy de Rothschild, à l'époque, était pas du tout content. Il avait fait paraître un article dans Le Monde de l'époque, en 1981, où il disait « Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand, ça suffit ». Et il est parti, il a délocalisé un peu son activité donc de banque aux États-Unis. Mais très vite, tout est rentré dans l'ordre, puisque quand Édouard Balladur est passé Premier ministre sous Mitterrand, eh bien, Édouard Balladur s'est empressé de commencer à privatiser à tout va. En fait, le père de la privatisation en France de toutes les entreprises nationalisées, et y compris les banques, c'est Édouard Balladur. Évidemment, avec la bénédiction de François Mitterrand. Donc, on voit bien que cette espèce de gauche, soi-disant gaucho, et qui pour le bien des peuples, pas du tout, puisque de toute façon, il fallait rester avec des banques nationalisées. Il fallait surtout rester aussi avec, par exemple, toutes les sociétés autoroutières, il fallait qu'elles restent nationalisées. Et en réalité, tout est passé dans le domaine du privé. Donc, on voit bien que... Alors, les Rothschild, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont porté Emmanuel Macron au pouvoir, ils l'ont financé avec un ensemble de réseaux français, franco-français, mais ça on va y en venir. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quel est le président français qui avait fait aussi un passage obligé chez Rothschild? C'est Pompidou. C'est-à-dire que juste après le général de Gaulle, qui a été quand même le seul président français non atlantiste, ça a été le seul président français qui n'a jamais servi de laquais donc aux Américains, à l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Eh bien, c'est De Gaulle. Mais juste après lui, il y a eu Pompidou. Et Pompidou avait travaillé chez Rothschild. Et c'est grâce et à cause de Pompidou que la France a vu un beau jour arriver la loi dite de Rothschild de 1973,
qui a modifié totalement l'emprunt que pouvait faire l'État français à la Banque de France. C'est-à-dire qu'avant cette loi inique de 1973, l'État pouvait emprunter à la Banque de France quasiment à un taux zéro. Et depuis cette loi dite de Rothschild, eh bien, l'État a commencé à emprunter avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés et ça a commencé à signer le déclin, malheureusement, de la France, mais pas que de la France, le déclin de toute l'Europe, d'ailleurs, entre parenthèses. Vous voyez, tu vois un peu Et comment que ça l'on marche. trouve, aujourd'hui à son paroxysme, parce que ce mercredi, eh bien, on apprend que la France se lance sur un emprunt gigantesque sur les marchés. Ça va nous coûter très cher, très, très clairement. De toute Alors, façon, le problème, c'est on est dans un système qui est devenu complètement fou, c'est-à-dire on est à fou, plus de 1000 milliards fou de dettes. et la question que je te poserais, c'est même, est-ce que c'est encore contrôlé ou contrôlable? Voilà. Non. En réalité, ils contrôlent rien du tout. Pour l'instant, ils avancent à l'aveugle. Il est vrai que depuis cette fameuse crise des subprimes en 2008, le monde des affaires et le monde de la finance a failli totalement s'écrouler. Mmh. Mais il y en a une bonne partie qui s'est écroulée quand même, puisqu'à un moment donné, toute cette affaire de prêts toxiques, c'est devenu démentiel. Et ça a rejailli, en fait, sur toute l'économie mondiale. Donc, on voit bien que depuis 2008, les choses, enfin, je parle de l'économie là, n'est plus du tout la même. On n'est plus. Et là, ça devient incontrôlable. Je veux dire, qu'est-ce qui contrôle aujourd'hui? Rien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est de l'argent magique, c'est-à-dire, ce sont des jeux d'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais même pas comment un président comme Emmanuel Macron peut faire, puis tout d'un coup dire, ah ben voilà, je vais envoyer 50 milliards à Zelensky. Ah bah fantastique. Mais d'où il le sort, l'argent? Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est une monnaie de singe, mais qui dit monnaie de singe dit quand même une dette qui s'accroît, dit de l'inflation derrière et dit effectivement que la dette française, elle est quand même aux mains d'investisseurs étrangers d'ailleurs et aussi de BlackRock, parce que BlackRock a une part dans la dette française. Voilà, Alors, c'est la boucle là. justement, le poids, en fait, ou du moins, la dette que nous avons vis-à-vis de ces financiers, eh ben, il joue sur un volant politique, naturellement. Tu en parles dans ton livre, Henri Kravis, qui a été le Oui, financier de la campagne de Macron en 2017. On peut tout à fait comprendre qu'il doit susurrer à l'oreille de Macron des consignes politiques. Assurément, il ne faut pas être naïf pour penser qu'il n'y a pas bah, un lien de dominé dominant. bah oui, parce qu'en fait, qui a financé réellement l'ascension politique de Macron et qui l'a choisi déjà? Parce qu'Emmanuel Macron, quand même, faut se replacer dans le contexte. Avant qu'il soit élu, il était inconnu du grand public. C'était un parfait inconnu. C'était quelqu'un qui avait fait l'ENA, bon, comme beaucoup ont fait l'ENA. Il a travaillé chez Rothschild pendant plus d'un an. Il est devenu millionnaire grâce à cela. Il a été un beau jour parachuté, justement parce qu'il a été choisi, parachuté par les Rothschild et par Kravis. Kravis, c'est qui Kravis? En fait, la famille Kravis, c'est une famille richissime américaine. En 2007, Emmanuel Macron va faire la tournée des popotes, je dirais en bon français, aux États-Unis pour commencer à amasser de l'argent en vue justement d'une élection un peu plus tard présidentielle. Il fallait commencer à trouver des sponsors. Il les a trouvés en la personne d'Henri Kravitz. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Kravitz, c'est hyper gros. C'est KKR, c'est un fonds spéculatif, au même titre d'ailleurs que BlackRock en est un, au même titre que le fonds Carlyle de la CIA, le fonds souverain secret de la CIA, est aussi un fonds souverain, mais que personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Et Kravis fait partie de cette trempe. Donc on voit bien qu'au niveau financier, Rothschild Kravis ont choisi Emmanuel Macron et ont financé sa campagne publicitaire. Alors après, pour en venir à l'état profond, comment ça marche? Je faisais allusion tout à l'heure au public et au privé, c'est-à-dire la haute sphère du public et la haute sphère du privé, qui normalement ne sont pas censées se mélanger entre elles, ne sont pas censées devenir des copains comme cochons et surtout se renvoyer l'ascenseur. Ben c'est là qu'on s'aperçoit que ça,
c'est du rêve, parce qu'en réalité, ils travaillent Mmh. bien main dans la main. Et En d'ailleurs, en qui a, anglais, Claude, en anglais, il y a un terme, on dit partner in crimes. Donc, en voilà, français, on pourrait traduire ça, ami de crime, quoi, enfin, crime de mmh, délit. Enfin, voilà. Ça explique bien c'est tout ça, ça. Et tu en parles justement dans ton livre. Tu parles de Bernard Arnault, tu parles de Xavier Niel, tu parles de toutes ces personnalités du monde économique français. ouais. Euh, c'est vraiment passionnant. Oui, oui, tout à fait. Alors, je voulais juste terminer avec cette affaire de financier. Bon, après, vous le découvrirez, les tenants et les aboutissants de notre livre, hein, mais là, je parle à nos amis internautes, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de ça, il y a eu l'agence de communication Still and Holt Mhm. avant 2017, donc avant la première élection d'Emmanuel Macron, avec son directeur et créateur qui s'appelle Sylvain Faure, qui était un ami d'Emmanuel Macron, et que lui, cette agence a été financée donc par Rothschild Kravis pour faire toute la campagne médiatique donc, qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, il faut quand même noter pour qu'il soit élu en 2017, l'agence de communication Stellantis a quand même fait publier plus de 8000 articles de presse écrite, 8000 articles de presse écrits, pardon. Il ne se passait pas une journée sans qu'on n'avait pas la photo d'Emmanuel Macron en couverture, quoi. Donc, ce qui fait que du stade d'inconnu, donc ça demande beaucoup d'argent, évidemment. Et Stellantis, c'était quand même une société privée. Donc, on voit bien la collusion déjà entre le domaine financier, le domaine public et le domaine privé. Donc, les financiers, l'agence de communication, 8000 articles de presse écrits, et en même temps, sans compter les interviews de télé, sans compter les interviews de Mhm. radio. Donc, évidemment, du stade d'inconnu du grand public, Emmanuel Macron, tout d'un coup, il s'est retrouvé à la tête de l'État. Et en plus, quand il y avait des micro-trottoirs faits par la grande presse propagandiste, il s'arrangeait pour que les gens disent ah oui, il est jeune, je vais voter pour lui, nanani, nanana. Ah, Bon, mais bref. ceci étant, on peut aussi dire que si on est objectif, Emmanuel Macron est arrivé avec un profil qui était à l'époque atypique en politique et qui a Oui, su séduire par son oui, profil. Donc, absolument. je dirais le casting était bon pour le coup. Le casting, il est parfait. Le casting, ils ne se sont pas plantés dans le casting. Puis c'est vrai que son slogan En Marche, qui était un slogan qui avait été utilisé ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, oui, il n'y avait plus la notion de droite-gauche. C'est-à-dire, moi, vous voyez, je suis ni de droite ni de gauche, mais je rassemble. Et ça, évidemment, pour une majorité de gens qui se sont fait berner, ces gens se sont dit, ah bah oui, c'est bien, ni de droite ni de gauche, en marche pour la République, en marche pour la France. Bah oui, bah on voit ce que ça a donné. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est que l'erreur peut être humaine en 2017 de l'avoir élu, mais en revanche, l'avoir réélu en 2002, là je dirais l'erreur est humaine, mais persévérer c'est criminel. Parce que alors Mm. là quand même, il y a un bilan quand même de 2017 à 2022 et le bilan est désastreux. Donc je vois pas, tout Même d'un si coup, je comprends pas bien. l'élection de 2022 se joue hors contexte politique et se joue sur une question de peur internationale et dans un contexte très précis où finalement voilà, il y a pas de débat sur le fond, il n'y a pas de débat sur son passif en tant que président. Tout a été mis de côté pour parler d'un seul thème qui était la grande inquiétude, c'était les vilains russes qui allaient arriver sur les Champs-Élysées. Donc bon, C'est euh, ça, c'est voilà. ça, Et c'est ça. encore une fois, on retrouve toujours, et ça c'est vraiment intéressant parce que tu en parles, il y a tout un chapitre justement sur les 6 milliardaires qui contrôlent les médias français. Il y a autour d'Emmanuel Macron et autour justement de cet État profond français, il y a quand même véritablement une base, une assise, c'est le contrôle des médias, la communication continue, la propagande, je dirais même continue, pour pouvoir aller jusqu'à leurs objectifs. Et en ce sens, peut-être on peut en parler, mais Emmanuel Macron, finalement, a été un très bon président pour Ah, BlackRock, bah, pour Vanguard, ça, ça, pour ses états profonds. ça, il tient l'agenda, hein. Ça, il obéit aux ordres scrupuleusement. C'est-à-dire, on lui a donné l'ordre effectivement de tout vendre. Il a tout vendu, Mm. quasiment, à part quelques entreprises françaises qui restent encore, à part Dassault, mais qui est contrôlée de toute façon par BlackRock derrière et par Vanguard. Donc, finalement, voilà. Mais il a tout vendu, quasiment. Alors, Il a il y a deux bradé. choses.
Il a, tu dis, il a tout vendu. Ça, c'est vrai. oui. Je dirais même, j'irai un peu plus loin, je vais être taquin, je vais dire, il a tout pris, c'est-à-dire toute l'épargne que les petits porteurs français, les Ah foyers, les oui, familles oui. traditionnelles avaient. Bon, c'est pas encore tout à fait pris, mais on est bien dans la direction, en tout état de cause. Il a bien avancé cette saisie, cette saisie sur les actifs des Français. Absolument. Là où c'est presque, alors là, déjà c'est très grave d'avoir bousillé notre pays comme il l'a fait, parce que ça va même très loin. Moi qui habite en zone un peu rurale, parce que j'aime bien la campagne, quand je suis effaré quand je vois l'état de nos forêts. J'ai connu moi la France quand j'étais gamin, ou même plus tard d'ailleurs quand j'étais plus jeune. J'allais me promener souvent en forêt avec mon épouse, on y allait souvent parce que ça fait du bien et c'est sympa. Les forêts étaient entretenues. On va se promener aujourd'hui en forêt depuis 15-20 ans. Les forêts ne sont plus entretenues. L'ONF, le fameux Office national des eaux et forêts, n'existe plus. Il n'y a plus personne qui entretient les forêts sont vendues en plus à des sociétés privées de plus en plus qui font de la déforestation alors à outrance, c'est-à-dire que des forêts avec des beaux arbres, quelquefois trentenaires, quarantenaires ou même centenaires, sont de toute façon coupés pour aller vendre le bois. Alors évidemment, Emmanuel Macron a lancé un programme soi-disant faut replanter des arbres, 1 milliard d'arbres replantés. Oui, sauf que ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est qu'il replante des sapins de Douglas. Mais le sapin de Douglas, c'est un arbre qui, au bout de 15 ans, il est adulte et qu'ils vont couper dans 15 ans. Alors, déjà, le sapin de Douglas, il ne convient pas à toutes les forêts. Enfin, je veux dire, on ne va pas se retrouver avec des forêts qu'avec des sapins de Douglas. Il y a quand même des chênes, c'est sympa, et d'autres arbres. Et en même temps, dans 15 ans, ils savent très bien que le sapin de Douglas, il sera adulte, et là, ils vont le couper à nouveau. Donc, on voit bien que tout a été fait à des fins mercantiles, et ça, c'est complètement terrible. Et là, j'entends pas les écolos, d'ailleurs, hein. Tous les écolos à la petite semaine, on les entend pas, hein. On les entend pas râler, hein. Donc voilà, tout ce qu'a fait Emmanuel Macron va malheureusement dans le sens d'une destruction systématique de notre pays. Et ça c'est quand même, il faut le dénoncer encore, encore et encore, parce que franchement, c'est inadmissible. Et malheureusement, Finalement, est-ce que c'est finalement ça c'est une question que tu abordes aussi dans ton livre. Est-ce que c'est finalement une volonté, une stratégie politique? Tu parles beaucoup de la mâchoire socialiste et capitaliste. Alors justement, est-ce que euh, l'idée qui est derrière tout ça, est-ce que c'est une idéologie politique de gauche, ou est-ce que c'est véritablement l'accomplissement ultime du libéralisme, c'est-à-dire le fait que la France ne soit plus un État souverain, mais un État qui est afféodé à des intérêts économiques étrangers. On le voit, tu en parles dans la oui, désindustrialisation du pays, mais c'est le fait que maintenant, même pour des secteurs, je dirais, de pointe technologique ou même de défense ou de sécurité, eh bien, on achète américain. oui, bah c'est ça. Tu viens de le résumer, hein, c'est pas la première des voies possibles que tu viens d'expliquer. Non, non, c'est tout à fait l'ultralibéralisme, c'est tout à fait ce que tu viens de, c'est la deuxième possibilité. Et c'est ça qui est mis en œuvre. C'est une destruction systématique à des fins mercantiles et à des fins de que cela profite effectivement à l'oncle Sam et à ce complexe militaro-industriel, cet état profond anglo-saxon, puisque c'est pas uniquement américain, c'est anglo-américain. Faut jamais oublier les Anglais, hein. La perfide Albion est toujours derrière, hein, malheureusement. Mais c'est dramatique parce que la majorité des Français, il y a encore une majorité des Français aujourd'hui qui ne se rendent compte de rien. Alors, ça commence quand même à râler. Je discute quand même, habitant toujours quand même en campagne, je discute volontiers avec des gens et là, je reconnais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mécontents. Alors après, j'espère que ça va se traduire un jour concrètement, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un réveil et qu'on va finir et que les gens vont finir par se poser des bonnes questions. Parce que maintenant, au niveau solution, parce qu'effectivement, tous nos amis internautes vont dire, bon, il est bien gentil, Janvier, là, mais
Du coup, c'est assez sombre comme avenir. Bah oui, bah la solution, c'est de toute façon, c'est une union des patriotes, c'est sortir de l'UE en tant que Bruxelles, en tant que capitale politique, donc sortir de Bruxelles en tant que capitale politique, et surtout sortir du joug américain et sortir de cette oligarchie, de cette emprise de l'oligarchie financière mondiale apatride. En fait, il nous faut quelqu'un qui ait le courage, et un groupe politique qui ait le courage de sortir de tout ça, et qu'on reprenne notre souveraineté en main, et qu'on revienne à notre monnaie qu'on avait. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est impossible. Mais bah, si, c'est possible. Tout est possible. De toute façon, c'est spéculatif. Cette monnaie, je veux dire, l'euro est une monnaie spéculative, c'est une monnaie de singe. Tout comme le dollar en est une aujourd'hui. Je veux dire, depuis que toutes les monnaies ne sont plus adossées à l'or physique, et ça, c'est depuis 76 que Nixon a donné un coup de pied dans la fourmilière en cassant les accords de Bretton Woods. Il faut bien comprendre que les monnaies, c'est aux mains en plus de gestionnaires privés. La Fed est aux mains de gestionnaires privés quand même. Hein. C'est pas voilà. Mais c'est ça qu'il faut quand même assez comprendre, quoi. Je ne vais pas développer ici tout l'aspect Tout le économique, livre, mais non, mais il faudra assurément l'acheter. Alors peut-être dernière question que j'aurais te poser, on le comprend au travers de tes mots finalement, il n'y a pas véritablement d'État, profond français. Enfin, je veux dire, il existe un État profond français qui serait finalement une branche d'un État oui, profond, international. Voilà, il y a pas de c'est on ça. n'a pas de made in France, Bah, si je veux résumer. si, tu as un peu une Made in France dans le sens où de toute façon les directives viennent donc de la haute finance internationale. Après, ça se traduit comment? Et ben là, on en arrive au réseau franco-français, parce qu'en fait tout se passe via des réseaux. Et ce que j'appelle des réseaux, ben, c'est des think tanks, c'est des sociétés discrètes secrètes. On connaît tous au niveau mondial les fameuses sociétés discrètes secrètes comme Bilderberg, Trilatéral, Club de Rome, etc. Ben, il y a les mêmes en France, c'est-à-dire qu'en France, il y a le Club du siècle, il y a Ouais. l'Institut Montaigne, il y a le Terra Nova, qui est un espèce de soi-disant think tank de gauche, il y a les GRAC, qui a été fondé en 2007, qui est un espèce de think tank de gauche aussi. Et donc, ça, c'est le réseautage. Ça veut dire qu'il y a les ordres qui arrivent, et après, il y a les grands décideurs donc de la fonction publique et de la haute sphère du privé, et les grands patrons de presse, et même quelquefois des ministres, qui se réunissent au cours d'un dîner, que ce soit à l'Institut Montaigne, au siècle, ou même au Bilderberg, quand tout d'un coup c'est la réunion annuelle, pourquoi pas loin, ou etc. Et tout d'un coup, tout ce beau monde met en place tout ce qui vient donc comme directive de cette oligarchie financière mondiale apatride. Voilà, voilà comment ça marche. Alors, il y a les financiers d'un côté et il y a le réseautage de l'autre. Alors, au milieu de ça, Alors ouais, Alors, vas-y. question, est-ce que tu parles dans ton livre de Bernard Arnault et Xavier Niel, est-ce que finalement ce sont des traîtres à la nation? Est-ce que je vais un Je peu dirais loin si je dis ça? pas des traîtres à la nation. Alors, peut-être pas dans le sens traître vraiment à fond, parce que Bernard Arnault, bon, il fait quand même travailler du monde, je veux dire, et LVMH, il a très peu quand même d'entreprises qui sont délocalisées. Donc, on peut pas dire que Niel, c'est autre chose. Mais Arnaud, le problème avec Arnaud, c'est qu'il souffle évidemment dans l'oreille de Brigitte Macron. Le problème avec lui, c'est que bon, il a quand même un CV qui est facilement retrouvable sur le net, qui est pas non plus un CV très glorieux. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on est dans cette haute sphère, on est forcément en collusion avec cette oligarchie financière mondiale apatride. Alors le problème, c'est qu'Arnaud vient de racheter avec, je crois, Bolloré, l'école supérieure de journalisme en France. Donc on voit bien cette espèce de mainmise de la part d'un milliardaire quand même très influent sur le système de communication déjà français et même ailleurs. Alors après, le second problème qu'on a, c'est Xavier Niel à côté, qui lui a les dents longues, qui est d'ailleurs beaucoup plus jeune que Bernard Arnault, marié en plus avec une des filles Arnault, donc marié avec Delphine, hein, et Niel, qui a commencé à faire sa fortune par le Minitel Rose en France, on se rappelle, pour des gens comme moi, le 3615, à l'époque, il y avait une Minitel, il n'y avait pas Internet, 3615 code Lula, ça c'était le code pour aller faire de l'érotico-porno, pour aller avoir accès à l'érotico-porno, et c'était Niel derrière. Donc déjà, il a fait sa fortune grâce à ça, donc déjà,
bon, l'argent n'a pas d'odeur, fallait qu'il se pince le nez quand même, parce que moi, je sais pas, faire sa fortune dans le monde, grâce au monde érotico-porno, moi, j'aurais pas pu. Mais enfin, chacun son truc. Et après, quand on regarde maintenant où il en est, Niel, c'est assez tentaculaire, c'est assez énorme, c'est assez gigantesque. Il investit dans les médias, oui, de plus en plus. Il est propriétaire de beaucoup de médias. Il est aussi, il est rentré dans le conseil d'administration de TikTok français. Il a investi en Ukraine récemment. Il a investi dans le domaine de la santé, aussi la santé, comment on dit, la santé numérisée, hein. Là, dans tout le domaine de la santé digitale, parce que maintenant, de moins en moins, on va avoir de vrais médecins en face. Enfin, on y arrive, hein. Tout va être digitalisé pour notre bien, entre guillemets. Je pense pas, non. Bon, voilà. Mais il touche à tout et il est en train de bâtir un véritable empire. Donc on voit bien que cet empire Arnaud Niel est quand même un empire qui a quand même grande mainmise sur la France et sur l'Europe, hein, quand même. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, un livre absolument passionnant à lire, L'État profond, volume 2. Allez, je le raffiche, je le remets à l'écran, comme ça tout le monde pourra, bien entendu, garder la couverture en tête. Attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, ce sera plus joli comme ça. L'État français, tome 2, voilà, à trouver chez tous les bons libraires, et puis chez les mauvais libraires, bah, poussez-les. Voilà, tous les Voilà, jours. poussez-les, Tous allez les chez jours, vous Amazon franchissez ou la chez porte. Book Edition. Voilà. Voilà, et sur The Book Edition. Alors, Claude, on se retrouve, nous, semaine prochaine pour un 100% janvier numéro 3. C'était absolument passionnant là, de parler. C'est un sujet, on pourrait rester des heures et des heures sur ce fameux état profond. J'ai bien compris quand même qu'on est mal engagé. On n'est pas très bien engagé. Non, c'est mal engagé, hein, de Ouais. toute façon. Non, non, c'est vrai que c'est malheureusement mal engagé. Mais comme je dis toujours, tout n'est pas perdu. En réalité, tout peut changer. Le futur n'est pas écrit. On va terminer sur un mot optimiste. Le futur n'est pas écrit. Après tout, on a des colosses financiers. C'est vrai, BlackRock, Vanguard, mais on a des colosses au pied d'argile. En réalité, tout peut changer, tout peut basculer. Et c'est pour ça que cette confrontation entre le monde unipolaire voulu par la domination du dollar, hein, en réalité, et le monde multipolaire voulu par la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde et les pays des BRICS, c'est vraiment une guerre aujourd'hui pour savoir qui va, est-ce que le dollar va garder son hégémonie ou est-ce qu'il va être remis en cause. Et toute la grande question, elle est là. Mais rien n'est perdu. Je pense que tout peut changer après tout. Ma foi, tant que le futur n'est pas écrit, et jusque-là, le futur n'a jamais été Écrivons-le. écrit nulle part. Voilà, écrivons-le. Il nous faudra en tout cas en France des politiques courageux. Et il faut, je te rejoins sur quelque chose que tu as dit d'important, il faut sortir de cette Union européenne Absolument. qui est notre cercueil. À toutes et à tous, Absolument. en tout cas. Mille fois merci de nous avoir suivis avec Code Janvier dans ce 100% janvier numéro 2. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, on va faire un truc un petit peu fou parce que Nicolas Berkovic est en déplacement. Donc, l'émission du jeudi de Nicolas est décalée au vendredi. Donc, demain, on va faire un truc complètement fou. Alors, donc, je vous le dis, mettez-vous en ligne, venez en ligne. On va faire une libre antenne. Donc, vous allez pouvoir venir dans le studio avec nous. Vous allez monter dans le studio avec nous. Vous allez venir nous raconter vos coups de cœur politiques, vos coups de gueule politiques. Vous allez nous dire tout ce qui vous a marqué politiquement. Et on va en débattre en live, en direct. C'est à 20h sur YouTube qu'on vous donne rendez-vous. Donc, il y aura le lien. Et dans le lien, vous cliquez, vous arriverez dans le studio, pas comme Claude, avec moi, avec Annie Curien qui sera avec moi. Et puis, vous viendrez nous raconter un petit peu tout ça. Et puis, bien entendu, dimanche, c'est grand retour de Xavier Moreau et de Fabrice Sorlin pour le 52e épisode de Divergence politique. C'est pas le 52e état de Trump, mais ce sera le 52e épisode de Divergence. Claude, très bonne fin de soirée à toi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Alexis.